Avant de dormir, j'ai entendu une conversation entre mon fils et ma belle-fille qui m'a fait perdre pied. Le lendemain, je suis allé directement au commissariat avec des preuves qu'ils n'imaginaient même pas que j'avais. Quand les policiers sont arrivés chez moi et ont frappé à la porte, ma belle-fille est devenue blanche comme un linge et mon fils n'arrivait même pas à me regarder en face. Ce qu'il complotait était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer, et j'allais m'assurer qu'il paie pour chaque mot de cette maudite conversation. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je m'appelle Marcel Dubois et j'ai 58 ans. Je me suis toujours considéré comme un homme travailleur, honnête, de ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard parce que la vie n'est facile pour personne. J'ai passé 35 ans à travailler comme routier, sillonnant toute la France, connaissant chaque coin de ce pays sur les routes. Ce n'était pas facile d'élever mon fils Alexandre pratiquement seul, après que ma femme Isabelle soit morte dans un accident de voiture, quand il avait seulement 12 ans. Le garçon venait d'entrer dans l'adolescence et soudainement il s'est retrouvé sans mère. J'ai dû être à la fois père et mère, équilibrant les voyages avec son éducation. Alexandre a toujours été un bon garçon, studieux, poli. Il ne m'a jamais causé de problèmes à l'école. Je me souviens de rentrer de longs voyages et de le trouver en train de faire ses devoirs sur la table de la cuisine, attendant de me montrer ses bonnes notes. Quand il a réussi son concours d'entrée en école d'ingénieur civil à Lyon, ce fut l'un des jours les plus heureux de ma vie. Tous les sacrifices en avaient valu la peine. J'avais réussi à donner à mon fils ce que je n'avais jamais eu, une éducation supérieure, un meilleur avenir. Pendant ses études, Alexandre a rencontré Camille. Elle était sa camarade de classe, une jolie fille d'une famille bien établie, parents commerçants qui possédaient un grand magasin de matériaux de construction ici même à Lyon. Dès le début, je l'ai trouvée un peu bizarre, vous savez. Elle avait une façon de parler aux gens comme si elle leur faisait une faveur d'être là. Mais mon fils était amoureux et je n'allais pas être le genre de père qui gâche le bonheur de son fils par intuition. Ils ont obtenu leur diplôme, ont commencé à travailler, et après 3 ans de relation, ils ont décidé de se marier. J'ai aidé comme j'ai pu pour la fête. Ce n'était pas grand-chose parce qu'un routier n'accumule pas de fortune, mais j'ai tenu à payer la part qui revenait au père du marié. La famille de Camille a tenu à faire savoir qu'elle payait la plus grande partie, comme si j'avais besoin qu'on me le rappelle à chaque conversation. Le mariage était beau, je ne peux pas le nier. Alexandre était radieux, et j'ai essayé de me convaincre qu'il avait bien choisi. Les premières années de mariage semblaient tranquilles. Alexandre a obtenu un bon emploi dans une grande entreprise de construction. Camille travaillait dans le cabinet d'architecture d'une amie. Ils ont loué un appartement de 2 chambres dans un quartier de classe moyenne, et semblaient construire leur vie. Je continuais sur la route, faisant mes voyages, mais j'appelais toujours Alexandre quand je m'arrêtais dans les stations-service. Je demandais toujours comment allaient les choses. Il y a 2 ans, j'ai eu un accident. Rien de très grave, Dieu merci, mais ce fut suffisant pour que je décide qu'il était temps d'arrêter. 56 ans à l'époque, le corps fatigué, les réflexes plus aussi rapides qu'avant. Un camion a traversé devant moi sur l'A6 et j'ai évité de justesse. Mon cœur est resté accéléré pendant tout le reste du trajet. Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu un homme qui commençait à vieillir. Cheveux grisonnants, rides autour des yeux, cette fatigue qui ne passe plus avec juste une nuit de sommeil. J'ai décidé qu'il était temps de raccrocher. Avec l'indemnité de l'entreprise et l'argent que j'avais économisé, j'ai réussi à acheter une petite maison simple dans un quartier plus éloigné de Lyon. 3 pièces, petit jardin, mais c'était à moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais un endroit qui était vraiment le mien. Plus d'appartements loués ou de pensions au bord de la route. J'ai commencé à m'habituer à la routine de retraité. Je me levais tôt, même sans en avoir besoin. Je faisais mon café, m'occupais du jardin, regardais les informations. La solitude pesait parfois, je ne vais pas mentir. La maison était trop silencieuse après tant d'années à entendre le ronronnement du moteur du camion. Alexandre venait me rendre visite de temps en temps, mais toujours en courant, toujours pressé. Camille venait rarement avec lui, elle avait toujours une excuse. Elle était fatiguée du travail, avait un engagement avec sa famille, ne se sentait pas bien. Je comprenais, ou du moins j'essayais de comprendre. La vie d'un jeune couple est vraiment chargée, pensais-je. Ils ont leur vie à gérer. C'est il y a 6 mois que les choses ont commencé à changer. C'est il y a 6 mois que les choses ont commencé à changer. Alexandre est apparu chez moi un samedi matin, seul, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il semblait préoccupé, mais il y avait aussi quelque chose d'animé dans son attitude. Nous nous sommes assis sur la terrasse et il a commencé la conversation d'une manière étrange, me demandant comment j'allais, si je me sentais seul,
si la maison n'était pas trop grande pour moi. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'il n'avait jamais manifesté ce genre de préoccupation auparavant. Après avoir tourné autour du pot pendant environ 15 minutes, il a finalement lâché le morceau. Il réfléchissait à me faire une proposition. Lui et Camille voulaient acheter une maison plus grande, quitter l'appartement, avoir plus d'espace. Seulement les prix étaient très élevés et ils n'arrivaient pas à rassembler un apport suffisant. La proposition était la suivante. Je vendrais ma maison, je mettrais l'argent en commun avec ce qu'ils avaient, nous achèterions une maison plus grande où nous habiterions tous ensemble. Ce serait bon pour tout le monde, argumentait-il. Je ne serais plus seul. Ils auraient la maison dont ils rêvaient, et nous économiserions en partageant les factures. J'avoue que sur le moment, j'étais un peu perplexe. Vivre avec son fils marié est toujours compliqué, surtout avec une belle fille. Mais la solitude pesait vraiment lourd et l'idée d'avoir la famille près de moi, de pouvoir voir mon fils tous les jours, peut-être même d'avoir des petits-enfants à proximité dans le futur, était tentante. De plus, Alexandre a dit que j'aurais mon espace, que ce serait presque comme vivre dans des maisons séparées, mais sous le même toit. J'ai demandé du temps pour réfléchir. J'ai parlé avec mon compère Sébastien, ami de route de plus de 20 ans, qui avait aussi pris sa retraite et habitait à Lyon. Il a été direct avec moi comme toujours. Attention Marcel, vivre avec un fils marié, c'est chercher les problèmes. Mais si tu te sens seul et que tu as confiance en ton garçon, peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Mets juste tout sur papier, ne fais rien de vive voix. 3 semaines plus tard, j'ai dit oui. Alexandre était radieux, m'a serré fort dans ses bras, a dit que je n'allais pas le regretter. Nous avons mis ma maison en vente et elle a été achetée en moins d'1 mois pour un prix correct. Avec l'argent de la vente plus leurs économies, nous avons pu verser un apport pour une belle maison de 4 chambres dans une résidence fermée ici même à Lyon. La maison était belle, sans aucun doute. Espace barbecue, jardin avec pelouse, garage pour 2 voitures, bien mieux que ma petite maison précédente. Quand nous avons emménagé il y a 5 mois, j'ai pris la chambre du fond de la maison qui avait sa propre salle de bain. Alexandre et Camille ont pris la suite parentale, et les 2 autres chambres resteraient pour d'éventuelles visites, et selon eux, pour les futurs enfants. Au début, j'avoue que c'était bien d'avoir du monde à la maison à nouveau, d'entendre des conversations, des rires, la télévision allumée. La maison avait de la vie. Je me sentais moins seul, mais j'ai rapidement commencé à remarquer des choses étranges. Camille avait une façon de me traiter qui était polie en surface mais froide à l'intérieur. Elle n'a jamais été grossière de manière ouverte, mais elle avait cette petite façon de vous faire sentir que vous dérangiez. Quand je proposais mon aide pour quelque chose dans la maison, elle disait qu'elle n'en avait pas besoin, que je pouvais me reposer, mais le ton était celui de quelqu'un qui vous dit de vous écarter du chemin. Quand je préparais de la nourriture et la laissais de côté, elle me remerciait, mais refaisait toujours tout à sa manière. Alexandre semblait ne rien remarquer de tout cela, ou faisait semblant de ne pas remarquer. Il était toujours occupé par son travail, rentrait tard et partait tôt. Les week-ends, Camille trouvait toujours des programmes pour qu'ils fassent tous les 2 seuls. Déjeuner chez ses parents, cinéma, promenade au centre commercial. J'étais rarement inclus. Quand je demandais s'il pouvait me tenir compagnie quelque part, il y avait toujours une excuse. J'ai commencé à me sentir comme un invité indésirable dans la maison que j'avais moi-même aidé à acheter. Une fois, j'ai fait d'un barbecue et invité Sébastien et d'autres amis. Camille a fait la tête toute la journée, se plaignant qu'il y avait trop de bruit, que les amis étaient restés trop tard, qu'elle devait travailler le lendemain. Après ce jour-là, chaque fois que je pensais à inviter quelqu'un, je finissais par abandonner. Ça ne valait pas la peine de créer une mauvaise ambiance. Un autre jour, j'ai trouvé des papiers sur la table de la cuisine. C'étaient les factures de la maison. Électricité, eau, internet, charges de copropriété. J'ai remarqué que tous les relevés étaient au nom d'Alexandre et Camille. Mon nom n'apparaissait sur aucun document. J'étais mal à l'aise. Après tout, j'avais mis la moitié de la valeur de l'apport pour cette maison. Mais officiellement, selon les documents du financement, je n'existais pas. C'était comme si j'étais juste un résident temporaire. J'ai essayé d'en parler avec Alexandre. Il m'a assuré que c'était juste une question de bureaucratie, que mon nom était protégé parce que l'argent était sorti de mon compte, qu'il y avait des reçus de tout, mais quelque chose au fond ne me laissait pas tranquille. J'ai aussi commencé à remarquer les conversations entre eux quand ils pensaient que je n'écoutais pas, des phrases lâchées, des demi-tons. Une fois, j'ai entendu Camille dire à Alexandre qu'elle n'en pouvait plus de ne pas avoir d'intimité dans sa propre maison. Une autre fois, je l'ai entendu commenter qu'ils s'étaient mariés pour construire leur vie à eux, pas pour s'occuper d'un père âgé. Ça m'a fait mal parce que je n'avais même pas besoin de soins. J'étais indépendant, je faisais mes choses. Je ne donnais de travail à personne.
Mais j'essayais de relativiser. Après tout, vivre ensemble n'est vraiment pas facile. C'était probablement juste une phase d'adaptation. Ils allaient s'habituer à ma présence. J'allais apprendre à être plus discret et les choses allaient s'arranger. Du moins, c'est ce que j'essayais de croire en voyant les mois passer et l'ambiance de la maison devenir de plus en plus lourde. C'est un jeudi soir, il y a exactement 2 semaines, que tout a changé. J'étais allé me coucher plus tôt parce que j'étais fatigué. J'avais passé toute la journée à m'occuper du jardin, à tondre la pelouse, à tailler les plantes. Je me suis couché vers 21 heures et je me suis même endormi rapidement. Mais je me suis réveillé vers 23 heures avec cette envie désagréable d'aller aux toilettes qui nous réveille parfois au milieu de la nuit. Je me suis levé doucement. Je suis allé aux toilettes de ma chambre. J'ai réglé le problème. Et quand je revenais vers mon lit, j'ai entendu des voix venant du salon. Alexandre et Camille étaient encore réveillés. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'allais retourner au lit quand j'ai entendu mon nom être mentionné. Je me suis arrêté dans le couloir, encore dans l'obscurité. Je n'essayais pas d'écouter en cachette intentionnellement, mais quelque chose dans le ton de la conversation m'a fait rester là, le cœur commençant à battre plus vite. La voix de Camille était exaltée, ce ton qu'elle utilisait quand elle était irritée mais essayait de ne pas crier. « Alexandre, je n'en peux plus de cette situation. Ça fait déjà 5 mois que ton père est ici, et chaque jour qui passe, c'est de pire en pire. On n'a plus aucune intimité. On ne peut rien faire sans sentir qu'il est dans les parages. » La voix de Camille était chargée de frustration. J'ai entendu Alexandre répondre, mais d'un ton plus bas, défensif. « Chérie, c'est mon père. Il n'a nulle part où aller. Il a vendu sa maison pour nous aider à acheter celle-ci. Justement, c'est pour ça qu'on doit agir vite avant que ça devienne plus compliqué, » a répondu Camille. Et maintenant, il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a donné des frissons. C'était calculateur froid. Tu m'avais promis que c'était temporaire. Tu avais dit qu'on trouverait une solution. Ma respiration s'est bloquée. Temporaire? Alexandre avait promis que c'était temporaire, mais il m'avait dit qu'on habiterait ensemble, que ce serait bon pour tout le monde. J'ai senti mes jambes commencer à trembler. Je sais, a dit Alexandre. Et maintenant, sa voix semblait fatiguée. Mais comment je vais lui dire ça? Il a vendu tout ce qu'il avait. Ce n'est pas notre problème, Alexandre. Ton père est adulte, retraité, il reçoit sa pension. Qu'il se débrouille. On a déjà fait notre part en le laissant habiter ici ces derniers mois. J'ai dû me retenir au mur pour ne pas tomber. Le laisser habiter ici ces derniers mois, comme si c'était une faveur, comme si j'étais un poids qu'il portait par bonté. J'avais mis 180 000 € dans cette maison. C'était la moitié de l'apport. La moitié. Et elle parlait comme si j'étais un parasite qui vivait là gratuitement. Camille, il a mis l'argent de sa maison ici. On ne peut pas simplement... a commencé Alexandre, mais il a été interrompu. On peut, si. Tu as parlé avec cet avocat dont je t'ai parlé, l'ami de mon cousin. Il a dit que c'est simple. Ton père n'est pas sur le contrat du financement. Officiellement, il n'est propriétaire de rien ici. L'argent qu'il a mis était comme un cadeau, comme une aide pour les enfants. Il n'y a aucun document disant que c'est un investissement ou qu'il a une part de la maison. Mon cœur s'est emballé. Cadeau? Aide? Cet argent était toute ma vie. C'était le résultat de 35 ans à travailler sur la route, à dormir dans la cabine d'un camion, à passer Noël et le Nouvel An loin de chez moi. Et elle appelait ça un cadeau? Mais chérie, moralement, a tenté Alexandre faiblement. Moralement, rien, Alexandre. Réveille-toi. On est jeune. On a des projets. On veut vivre notre vie. Ton père a 58 ans. Ce n'est pas vraiment vieux. Il peut louer un appartement avec sa retraite, vivre sa vie tout seul. On mérite d'avoir notre espace. Quand on aura des enfants, tu veux qu'ils grandissent ici avec ton père qui occupe une chambre? Des larmes ont commencé à brûler mes yeux. Chaque mot était un coup de poignard. Alexandre est resté silencieux pendant un moment qui m'a semblé éternel. Je priais mentalement pour qu'il dise non, pour qu'il défende son père, pour qu'il se souvienne de tout ce que j'avais fait pour lui. Et comment on fait ça? La voix d'Alexandre est sortie basse, défaite. J'ai senti mon monde s'écrouler dans cette phrase. Mon fils était d'accord. Il acceptait de m'expulser de la maison que j'avais moi-même aidé à acheter. On s'assoit avec lui la semaine prochaine, et on lui dit que ça ne fonctionne pas, qu'on a besoin de l'espace. On propose de l'aider avec les 3 premiers mois de loyer quelque part de moins cher. Et la vie continue. Plus on tarde, plus ça devient difficile. Camille était maintenant dans son élément, planifiant ma vie comme si j'étais un meuble encombrant. Et écoute, Alexandre, ça ne sert à rien de faire du drame. Ton père n'a pas le choix. Il ne peut pas nous expulser d'ici parce que légalement, c'est à nous. Qu'il aille chercher un avocat s'il veut. Il va perdre son temps et son argent pour rien.
3 mois de loyer? A demandé Alexandre. Camille, c'est très peu. C'est ce qu'on peut t'offrir. Et écoute, en étant vraiment honnête, je ne pense même pas qu'on devrait t'offrir quoi que ce soit. Il est retraité, il a une pension, il s'est toujours débrouillé seul toute sa vie. Il continuera à se débrouiller. La froideur dans sa voix était terrifiante. Alexandre a soupiré profondément. J'ai attendu. J'ai attendu une forte réaction de sa part, qu'il dise à Camille d'arrêter ça, qu'il défende son propre père. Mais ce qui est venu fut « D'accord, je vais lui parler ce week-end ». J'ai senti mes jambes faiblir pour de bon cette fois. J'ai dû m'appuyer contre le mur, mettre ma main sur ma bouche pour ne laisser échapper aucun son. Les larmes coulaient maintenant, chaudes, brûlant mon visage. Mon fils unique, le garçon que j'avais élevé seul. Le garçon pour qui j'avais travaillé jour et nuit pour lui donner une éducation, de la nourriture, des vêtements, un avenir. Il était là, acceptant de me jeter à la rue. Parfait. Et Alexandre, ne culpabilise pas. La vie est comme ça. Tout le monde doit apprendre à marcher de ses propres jambes. Ton père n'est pas vieux, il n'est pas malade, il n'a pas besoin de soins. Il est juste habitué à être entretenu par les autres. Les mots de Camille étaient du poison pur. Camille, il n'a jamais été entretenu par personne. Il a toujours travaillé, a dit Alexandre mais sans aucune conviction. Il a travaillé, il a pris sa retraite, et maintenant il veut vivre par faveur dans la maison des enfants. Non, Alexandre, on doit penser à nous, à notre famille, à nos projets. Ton père a déjà vécu sa vie, il t'a élevé, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, laisse-nous vivre la nôtre. J'ai entendu des pas s'approcher et je suis rapidement retourné dans ma chambre avant qu'il ne me voie dans le couloir. J'ai fermé la porte doucement, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Je me suis assis sur le lit dans l'obscurité, tremblant de partout. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Je n'arrivais pas à traiter la froideur, la cruauté, l'ingratitude. Je suis resté là assis, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Je n'ai pas dormi une seule seconde. Ma tête tournait à 1000 pensées à l'heure. J'ai revécu chaque moment de l'éducation d'Alexandre, chaque sacrifice, chaque décision que j'avais prise en pensant à son bien. Et pourquoi? Pour qu'à la fin, il me jette comme un vieux meuble qui ne sert plus. J'ai pensé à Isabelle. Est-ce qu'elle verrait tout ça de là où elle était? Est-ce qu'elle serait aussi déçue que moi de l'homme qu'était devenu notre fils? Ou est-ce que j'avais échoué en tant que père? Est-ce que je l'avais trop gâté, trop protégé, et créé un homme faible qui se laissait manipuler par sa femme? Quand le jour s'est levé, je me suis levé, je me suis lavé le visage à l'eau froide, je me suis regardé dans le miroir, mes yeux étaient rouges et gonflés. On aurait dit que j'avais vieilli de 10 ans en une nuit, mais avec la tristesse et la douleur, quelque chose d'autre grandissait en moi. De la colère, une colère profonde, contrôlée, du genre qui n'explose pas mais qui brûle de l'intérieur. Il pensait que j'étais stupide. Il pensait que j'étais un vieux naïf qui accepterait n'importe quoi. Il pensait qu'il pouvait m'utiliser puis me jeter sans conséquence. Il se trompait lourdement. J'avais sillonné toute la France. J'avais eu affaire à toutes sortes de gens sur les routes. J'avais appris à me défendre contre les escrocs et les profiteurs. Ce n'était pas mon propre fils qui allait me rouler. J'ai pris mon café du matin en silence. Camille et Alexandre dormaient encore. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Le premier était pour Sébastien. « Mon vieux, j'ai besoin de ton aide, urgent. » Ma voix était ferme, contrôlée. La décision était prise. Sébastien m'a retrouvé dans une boulangerie près de chez moi 2 heures plus tard. Je lui ai raconté tout, chaque mot que j'avais entendu la nuit précédente. J'ai vu la révolte grandir sur le visage de mon ami pendant que je parlais. Quand j'ai terminé, il a frappé la table avec sa main. Les salauds. Pardon pour le mot, Marcel, mais c'est ce qu'ils sont. Ton propre fils. Il a secoué la tête, incrédule. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me protéger. Je vais faire valoir mes droits et je vais m'assurer qu'ils ne s'en sortent pas impunis de cette histoire. J'ai regardé Sébastien dans les yeux. Mais j'ai besoin d'aide. Tu connais un bon avocat ici à Lyon? Quelqu'un qui comprend ces questions de famille, de propriété? Sébastien a réfléchi un moment. Je connais, oui. Maître Fernand Leroy. C'est le frère d'un gars qui travaillait avec moi dans la même entreprise de transport. Avocat spécialisé en droit de la famille et questions immobilières. Il est sérieux, compétent. Tu veux que je l'appelle? Appelle maintenant. Aujourd'hui si possible. Plus vite sera le mieux. Sébastien a passé l'appel sur le champ. Après avoir expliqué brièvement la situation, il m'a passé le téléphone. Maître Leroy avait une voix ferme, professionnelle. Il a dit qu'il pouvait me recevoir cet après-midi même, à 15 heures. J'ai remercié et confirmé.
Ah Marcel, tu as fait des virements bancaires quand tu as mis l'argent? A demandé Sébastien après que j'ai raccroché. Tu peux prouver que tu as mis de l'argent dans cette maison? J'ai tout par virement de mon compte vers le compte d'Alexandre. J'ai les relevés conservés. J'ai toujours été prudent avec les papiers et les documents. Un tic de routier qui devait tout garder organisé pour les comptes. Alors tu as de quoi prouver. C'est bon, très bon. Sébastien s'est adossé à sa chaise pensif. Mais dis-moi une chose. Après avoir réglé ça juridiquement, tu vas faire quoi? Tu vas continuer à vivre avec eux? Parce que ça va devenir insupportable, tu le sais. Je le savais. Bien sûr que je le savais. Même si je réussissais à garantir mes droits sur la maison, la cohabitation serait impossible. La confiance était brisée. L'amour était mort. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je ne sais pas encore, Sébastien. D'abord, je dois m'assurer qu'ils ne vont pas me voler. Après, je réfléchirai au reste. Je suis rentré à la maison avant le déjeuner. Camille était dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable, probablement en télétravail. Elle m'a salué d'un bonjour froid, sans me regarder. Alexandre était sorti tôt, selon elle. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris tous les documents que j'avais, relevés bancaires, reçus de la vente de mon ancienne maison, preuves de virement, copie des actes notariés. J'ai tout organisé dans un dossier. À 15 heures pile, j'étais au cabinet de maître Fernand Leroy. C'était un endroit simple mais organisé, dans un immeuble commercial du centre de Lyon. Maître Leroy était un homme d'environ 45 ans, cheveux grisonnants, lunettes à monture fine, expression sérieuse mais pas antipathique. Nous nous sommes salués, et il m'a offert un café. Je me suis assis face à son bureau, et j'ai commencé à raconter toute l'histoire depuis le début. Il écoutait attentivement, prenait des notes, posait des questions sur des détails précis. Quand j'ai raconté la conversation que j'avais entendue la nuit précédente, j'ai vu son expression se durcir. « Monsieur Dubois, vous êtes dans une situation compliquée, je ne vais pas mentir, mais elle n'est pas perdue, loin de là. » Il a ajusté ses lunettes et pris les documents que j'avais apportés. « Je vais tout analyser avec soin, mais d'après ce que vous m'avez décrit et ce que je vois ici, vous pouvez prouver que vous avez mis de l'argent dans l'acquisition du bien. Mais mon nom n'est pas sur le contrat. Ils ont dit que je n'avais droit à rien. Ma voix est sortie plus désespérée que je ne le voulais. Ils ont tort. Il existe quelque chose dans le droit français qu'on appelle la société de fait. Même sans contrat formel, si vous avez contribué financièrement à l'acquisition d'un bien, vous avez des droits sur ce bien, et vous avez des preuves documentaires de la contribution. C'est très solide. Maître Leroy a feuilleté les relevés, vérifiant les montants et les dates. J'ai senti un immense soulagement. J'avais passé toute la matinée avec peur d'avoir tout perdu, qu'il n'y ait rien que je puisse faire. Alors je peux les poursuivre en justice? Vous pouvez et vous devez. Je vais préparer une action en reconnaissance d'union patrimoniale de fait. Pas au sens conjugal, mais au sens de contribution patrimoniale conjointe. Nous allons demander la reconnaissance de votre part dans le bien immobilier proportionnellement à la valeur que vous avez investie. Maître Leroy a continué à expliquer. De plus, je vais déposer une mesure conservatoire pour empêcher qu'ils vendent ou transfèrent le bien pendant que le procès est en cours. Et je vais vous demander de faire un dépôt de plainte pour abus de confiance et escroquerie familiale. Ça ne se transformera pas nécessairement en procès pénal, mais ça reste enregistré et ça peut aider dans le procès civil. Dépôt de plainte. Cette partie? Je n'y avais pas pensé. Oui. Ce que votre fils et votre belle-fille ont fait ou planifient de faire constitue un délit. Ils vous ont incité à vendre votre bien immobilier sous la promesse d'une habitation commune, ont reçu l'argent, n'ont pas mis votre nom sur le contrat du bien, et maintenant planifient de vous expulser sans rembourser l'investissement. C'est de l'escroquerie, monsieur Dubois, un délit prévu par le code pénal. Les mots sont tombés comme une bombe. Délit. Mon fils commettait un délit contre moi. Ce n'était pas seulement une question morale ou familiale, c'était un vrai délit, avec un nom et une peine prévus par la loi. Je veux porter plainte. Les mots sont sortis fermes. Je veux qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils font. Alors vous allez au commissariat aujourd'hui même, de préférence. Prenez ce dossier avec les copies des documents que je vais séparer ici. Racontez toute l'histoire à l'officier ou au greffier qui vous recevra et enregistrez. Demandez une copie du récépissé et apportez-le-moi. J'en aurai besoin pour annexer à l'action judiciaire. Je suis sorti du cabinet de Maître Leroy avec un dossier de documents, un plan d'action, et pour la première fois depuis la nuit précédente, une sensation d'espoir. Le commissariat le plus proche était à environ 20 minutes en voiture. Je suis entré dans ce bâtiment aux murs délavés et à la climatisation vieillissante, le cœur serré mais la détermination ferme. Il y avait une file d'environ 10 personnes en attente. Je me suis assis et j'ai attendu mon tour, feuilletant les documents,
répétant mentalement ce que j'allais dire. Quand on m'a appelé, une greffière d'environ 35 ans, cheveux attachés en chignon, expression fatiguée de quelqu'un qui a déjà entendu beaucoup d'histoires tristes, m'a reçu à un bureau rempli de papiers. « Bonjour. Quel est le motif du dépôt de plainte ?» Elle avait déjà les doigts sur le clavier, prête à taper. « Escroquerie familiale et abus de confiance », ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Mon fils et ma belle-fille m'ont incité à vendre ma maison, ont pris l'argent, n'ont pas mis mon nom sur le bien qu'ils ont acheté, et maintenant veulent m'expulser sans rien rembourser. Son expression a changé. La fatigue a laissé place à quelque chose entre surprise et indignation. Sérieusement? Votre propre fils? Mon propre fils, ai-je confirmé, et j'ai senti ma voix faillir un peu. J'ai respiré profondément et continué. J'ai toutes les preuves ici. Virement bancaire, justificatif, tout. J'ai mis 180 000 € dans l'achat de la maison, mais mon nom n'est sur aucun document. Et hier soir, je les ai entendus planifier de m'expulser. La greffière a commencé à taper, faisant des pauses pour me poser des questions spécifiques. Adresse du bien, montant exact, date des virements, nom complet d'Alexandre et Camille. Elle notait tout avec attention et, à certains moments, secouait la tête en signe de désapprobation. « Vous avez un témoin de la conversation que vous avez entendue » a-t-elle demandé. « Non, j'étais seule à la maison avec eux, mais j'ai les preuves de l'argent que j'ai mis, et je suis sûre que si vous enquêtez, vous trouverez d'autres choses. » J'ai pensé aux conversations de Camille avec l'avocat, aux messages qui existaient probablement dans leur téléphone. « D'accord, je vais tout enregistrer ici. Vous devrez signer le récépissé quand j'aurai terminé. Et je vous recommande fortement de chercher un avocat si vous ne l'avez pas encore fait. Ce type de situation doit être résolu aussi au civil, pas seulement au pénal. J'ai déjà un avocat. Il m'a demandé de porter plainte aujourd'hui même. » La greffière a hoché la tête en signe d'approbation. « Votre avocat a raison. Plus vite vous enregistrez, mieux c'est. Et écoutez, monsieur Dubois, je ne sais pas si ça aide, mais vous faites ce qu'il faut. Je vois beaucoup de cas d'abus envers les personnes âgées ici, et la plupart ne portent pas plainte par honte ou par peur. Vous êtes courageux. » Ces mots m'ont ému. Abus envers les personnes âgées. C'était ce qui m'arrivait. J'étais victime d'abus financiers et émotionnels pratiqués par ma propre famille. La réalité tombait petit à petit, et ça faisait de plus en plus mal. Après presque 1 heure, le récépissé de plainte était prêt. J'ai tout lu attentivement avant de signer. Tout y était enregistré. Les montants, les dates, les noms, la description de la conversation que j'avais entendue, la demande d'enquête. J'ai signé d'une main légèrement tremblante. C'était réel maintenant, officiel. Je venais de dénoncer mon propre fils à la police. Vous allez recevoir une copie maintenant et le numéro du récépissé. Gardez-le bien. Et pour toute nouveauté, toute menace ou tentative de coercition, vous revenez ici et vous enregistrez aussi. Ne laissez rien passer. La greffière m'a remis les papiers et m'a serré la main fermement. Bonne chance, monsieur Dubois. J'espère que vous arriverez à résoudre ça. Je suis sorti du commissariat. Il était déjà presque 18 heures. La journée avait été épuisante émotionnellement. Je me suis arrêté dans un café près de chez moi et j'ai commandé une bière. J'avais besoin de traiter tout ça avant de rentrer. J'avais besoin de décider comment j'allais agir quand j'arriverais à la maison et que je les trouverais tous les deux là. Pendant que je buvais lentement, regardant le mouvement de la rue, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, comment la vie peut changer en quelques heures. Hier matin, je croyais encore que j'habitais avec ma famille, que je construisais une vie commune. Aujourd'hui, je connaissais la vérité. J'habitais avec des gens qui me voyaient comme un obstacle à éliminer. J'ai pensé à Isabelle de nouveau. Est-ce qu'elle serait fière de moi pour me battre? Ou triste de voir la famille détruite de cette façon? Probablement les deux. Elle a toujours été une femme forte qui ne laissait personne lui marcher dessus, mais elle avait aussi un cœur énorme et détestait les conflits. J'ai fini ma bière, payé l'addition, et je suis rentré en voiture. Quand je suis entré, Alexandre était dans le salon en train de regarder la télévision. Camille était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Tout si normal en surface, si faux en dessous. « Salut, papa. Tu as passé la journée où ?» a demandé Alexandre sans quitter la télévision des yeux. « J'ai réglé des affaires en ville. Je suis allé chez le médecin, à la banque, ce genre de choses. J'ai menti naturellement. Je n'allais pas dévoiler mon jeu encore. Ah, tout va bien avec ta santé ? Oui, tout était normal. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et, pour la première fois en plusieurs mois, j'ai senti que cet espace était une prison, pas un foyer. J'ai dîné avec eux ce soir-là. C'était surréaliste de m'asseoir à la même table, de manger la même nourriture,
de faire de petits commentaires sur la journée, alors que je savais exactement ce qu'ils pensèrent de moi, et ils n'avaient aucune idée que je savais. Camille était même plus sympathique que d'habitude, probablement parce qu'elle avait déjà décidé que bientôt je serais dehors. Alexandre semblait un peu mal à l'aise, mais essayait de faire comme si de rien n'était. Il a posé des questions sur ma journée, commenté son travail, parlé d'un nouveau projet dans l'entreprise de construction. Je répondais en automatique, la tête complètement ailleurs. Je pensais aux prochaines étapes, à comment tout ça allait se dérouler. Après le dîner, je suis retourné dans ma chambre tôt. J'ai appelé Sébastien et lui ai raconté le dépôt de plainte et la réunion avec l'avocat. Il était satisfait. Maintenant, c'est attendre que le procès avance. Mais tu dois rester vigilant, Marcel. Ils vont essayer de te convaincre d'abandonner quand ils vont découvrir. Ils vont faire du drame, promettre des choses, essayer de te manipuler. Ne tombe pas dans le panneau. Je ne tomberai pas. Ça, je te le garantis. Ma voix était ferme. La trahison avait été trop profonde pour qu'il y ait un retour en arrière possible. Les 3 jours suivants ont été étranges. Je maintenais ma routine normale, mais j'étais constamment en alerte. Maître Leroy m'a appelé le samedi pour me dire que l'action était prête et serait déposée le lundi. La mesure conservatoire serait demandée en urgence. Il pensait qu'en 1 semaine maximum, nous aurions une décision préliminaire interdisant la vente du bien. Le dimanche, Alexandre m'a appelé pour parler après le déjeuner. Mon cœur s'est accéléré. C'était maintenant. Il allait lâcher la bombe, me dire que je devais partir. Mais à ma surprise, il n'a pas abordé le sujet. Au lieu de ça, il a demandé si je me sentais bien, si j'avais besoin de quelque chose, si j'étais heureux de vivre là. C'étaient des questions chargées. Je l'ai remarqué. Il testait le terrain, essayait de voir comment je réagirais. Je vais bien, mon fils. Pourquoi cette question? Non, c'est que Camille et moi, on parlait et on trouve que tu as l'air un peu triste ces derniers temps. On voulait juste s'assurer que tout allait bien. Triste. Ils avaient remarqué. Ou ils cherchaient une ouverture pour avoir la conversation qu'ils voulaient avoir. J'ai décidé de jouer un peu. Ah, mon fils, tu sais comment c'est. Parfois, j'ai un peu la nostalgie de ma petite maison, de mon indépendance. Mais c'est normal, ça fait partie. Je m'adapte. J'ai étudié sa réaction. Les yeux d'Alexandre ont brillé avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Nostalgie de l'indépendance? Tu regrettes de vivre seul? Parfois, oui. J'ai vécu seul pendant de nombreuses années, tu sais. J'avais ma routine, ma façon de faire les choses. Mais ici aussi, c'est bien. Vous avez été très attentionné. Le mensonge est sorti facilement. Alexandre a semblé encouragé par ça. Il est probablement retourné en courant raconter à Camille que je donnais une ouverture pour la conversation qu'il voulait avoir. Mais je n'allais pas faciliter les choses. J'allais les laisser se pendre tout seuls. Le lundi matin, Maître Leroy a appelé pour confirmer que l'action avait été déposée. Maintenant, c'était une question d'attendre. Il a dit que dès qu'il y aurait une décision sur l'ordonnance préliminaire, il me préviendrait immédiatement. Il m'a aussi demandé de ne rien commenter avec Alexandre et Camille, jusqu'à ce que la décision judiciaire tombe. C'était important de les prendre par surprise. Le mardi soir, Alexandre est rentré plus tôt que d'habitude. Camille était là aussi. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans l'air. Ils m'ont demandé de m'asseoir dans le salon parce qu'ils voulaient me parler d'une chose importante. Le moment était arrivé. Je me suis assis dans le fauteuil face à eux deux sur le canapé. Alexandre était nerveux, tripotant ses mains. Camille avait cette expression sérieuse, presque maternelle, comme si elle allait annoncer une mauvaise nouvelle, mais nécessaire. « Papa, on doit parler de la situation ici à la maison. » Alexandre a commencé, la voix un peu tremblante. « Quelle situation, mon fils ?» J'ai fait semblant d'être innocent. La situation de cohabitation. On pense que... Enfin, on a remarqué que tu n'es pas totalement à l'aise en vivant ici avec nous. Et pour être honnête, pour nous aussi, c'est un défi. Ce n'est rien de personnel, c'est juste que... Ce que ton fils essaie de dire, Marcel, c'est que peut-être ce serait mieux pour tout le monde si chacun avait son espace. Camille a interrompu, prenant le contrôle de la conversation comme je savais qu'elle le ferait. On est tous adultes ici, on peut parler franchement. Cette situation de cohabitation ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pour personne. Ah, j'ai fait une pause, comme si je traitais l'information. Et qu'est-ce que vous suggérez? Camille et Alexandre se sont regardés. Elle a fait un signe de tête, l'encourageant à continuer. Alexandre a avalé difficilement. On pensait que peut-être tu pourrais louer un appartement. Quelque chose de plus petit, plus pratique pour toi de t'en occuper. Je vois. Et l'argent que j'ai mis dans cette maison? J'ai gardé ma voix calme, sans émotion. Un autre regard entre eux. Camille a répondu cette fois. Marcel, quand tu nous as aidés avec l'apport, c'était comme un cadeau, comme une aide de père pour les enfants.
Ce n'était pas un investissement formel ni rien de ce genre. Malheureusement, on n'a pas les moyens de rembourser cette somme maintenant. Tout est engagé dans le financement. Donc vous voulez que je quitte la maison que j'ai aidé à acheter, sans récupérer ce que j'ai mis, et que je loue un endroit avec ma retraite? J'ai posé ça bien directement, juste pour voir leur tête. Ce n'est pas comme ça, papa, a commencé Alexandre, mais Camille l'a coupé. C'est exactement comme ça, Marcel. Et écoute, on est même généreux. On peut t'aider avec 3 mois de loyer dans le nouveau logement pour que tu aies le temps de t'organiser. Mais après ça, tu devras te débrouiller. Tu es retraité. Tu as un revenu fixe. Tu n'as pas besoin de nous. Le masque était tombé. La vraie Camille était là, sans déguisement. Alexandre regardait le sol, incapable de me faire face. J'ai senti un mélange de colère et de pitié pour mon fils. Colère pour la trahison, pitié pour sa faiblesse. Et si je refuse? Ai-je demandé calmement. Tu ne peux pas refuser, Marcel. Camille était ferme maintenant. Cette maison est à nous. Légalement, officiellement, tu n'as droit à rien ici. Tu peux chercher un avocat si tu veux, mais tu vas dépenser de l'argent pour rien. On a tout fait correctement pour que tu ne puisses rien réclamer. Donc, depuis le début, vous aviez planifié ça? M'utiliser pour obtenir la maison et ensuite me jeter? Les mots sont sortis plus durement que je ne le voulais. Alexandre a finalement levé les yeux vers moi, et il y avait de la honte dans son regard. Papa, ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça, Alexandre. N'essaie pas de cacher maintenant. Camille était impatiente. Écoute, Marcel, sans drame. Tu as 2 semaines pour trouver un endroit et partir. Si tu as besoin, on t'aide à chercher un appartement pas cher. Mais 15 jours, c'est le délai. Je suis resté silencieux pendant un long moment, les regardant tous les deux. Alexandre évitant mon regard. Camille me fixant avec cette froideur que je connaissais maintenant si bien. J'ai pensé au récépissé de plainte déjà enregistré. J'ai pensé à l'action judiciaire déjà déposée. J'ai pensé à la surprise qui allait encore arriver. D'accord, ai-je dit doucement. Je vais commencer à chercher un endroit. La surprise est apparue sur leurs 2 visages. Ils s'attendaient, clairement, à plus de résistance, plus de drame, plus de supplications. Camille a souri, satisfaite. C'est bien que tu sois raisonnable, Marcel. C'est mieux pour tout le monde. Elle s'est levée considérant la conversation terminée. Alexandre va t'aider à chercher des appartements sur les sites, n'est-ce pas, chérie? Alexandre a hoché la tête, toujours sans me regarder vraiment. Je me suis levé aussi et je suis allé dans ma chambre. Je les ai entendus fêter discrètement dans le salon. Camille disant quelque chose comme « enfin » et plus facile que prévu. J'ai fermé la porte et respiré profondément. Laisse-les se sentir victorieux pour le moment. La chute serait plus dure comme ça. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné tôt. C'était Maître Leroy, et sa voix était enjouée. « Monsieur Dubois, nous avons une victoire. L'ordonnance préliminaire a été accordée. Le bien immobilier est bloqué pour tout type de vente ou transfert jusqu'au jugement final de l'action. Et en plus, le juge a ordonné que votre fils et votre belle-fille soient notifiés immédiatement et convoqués pour fournir des explications sur la situation. J'ai ressenti une vague de soulagement et de satisfaction. Quand vont-ils être notifiés? Aujourd'hui même. L'huissier ira au domicile dans la journée. Vous êtes là-bas? Je suis et je vais y rester. Je n'allais pas manquer ce moment pour rien au monde. Parfait. Et monsieur Dubois, d'après ce que j'ai analysé du dossier et des preuves que vous avez apportées, vos chances sont très bonnes. Je crois que nous obtiendrons non seulement la reconnaissance de votre part dans le bien, mais possiblement aussi des dommages et intérêts pour ce qu'ils vous ont fait. Dommages et intérêts. Je n'y avais pas pensé, mais ça avait du sens. Ce qu'ils avaient fait n'était pas seulement un délit patrimonial, c'était aussi de la cruauté émotionnelle. Merci, maître. Je vais attendre. J'ai raccroché et je suis resté à réfléchir. La notification viendrait aujourd'hui. Alexandre et Camille n'avaient aucune idée de l'ouragan qui était sur le point de s'abattre sur eux. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du pouvoir, le contrôle sur ma propre vie. Je n'étais plus la victime passive. J'étais quelqu'un qui se battait. Camille est sortie tôt pour travailler, comme toujours. Alexandre aussi. Je suis resté à la maison à attendre. J'ai appelé Sébastien et lui ai raconté les nouvelles. Il a célébré de l'autre côté de la ligne. Maintenant, je veux voir leur tête quand ils recevront cette notification. Ils vont se chier dessus, Marcel. Ils vont comprendre qu'ils ont joué avec la mauvaise personne. Vers 14 heures, la sonnette a retenti. Je suis allé ouvrir. C'était un homme d'environ 40 ans, costume et mallette à la main. Huissier de justice. Bonjour. Je cherche monsieur Alexandre Dubois et madame Camille Mendès Dubois. Ce sont mon fils et ma belle-fille. Ils ne sont pas là en ce moment, mais je peux recevoir la notification pour eux.
J'habite ici. J'ai montré mes papiers. L'huissier a vérifié quelques documents. Vous êtes Marcel Dubois. Alors vous êtes le demandeur dans l'action. Parfait. Je vais laisser les notifications ici avec vous puisque vous résidez à la même adresse. Ils ont un délai de 15 jours pour présenter leur défense. Voici les copies de tout. Il m'a remis 2 grandes enveloppes, une pour Alexandre et une pour Camille. Je les ai prises, j'ai signé le protocole de réception, et l'huissier est parti. Je suis resté à regarder les enveloppes dans ma main. À l'intérieur se trouvait toute la vérité. L'action judiciaire, le récépissé de plainte, les preuves des virements bancaires, tout. J'ai posé les enveloppes bien en évidence sur la table du salon, pour qu'ils les voient dès leur arrivée. Je me suis préparé un café, je me suis assis sur la terrasse et j'ai attendu. Alexandre est arrivé le premier vers 17h30. Je l'ai entendu entrer, jeter ses clés sur le meuble de l'entrée, me saluer d'un « Salut, papa », un peu distrait. Puis, silence. Il avait vu les enveloppes. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» La voix venait du salon. Je suis entré calmement. Alexandre tenait une des enveloppes à la main, l'expression confuse. « Ouvre et lis, c'est important. » Il a déchiré l'enveloppe et a commencé à lire les documents. J'ai vu la confusion laisser place à la compréhension, et la compréhension laisser place au choc. Son visage est devenu pâle, jusqu'à être presque blanc. « Papa, c'est une action en justice? Tu me poursuis en justice ?» La voix est sortie étranglée. « Je te poursuis, toi et Camille. Reconnaissance de société de fait, abus de confiance, escroquerie. Tout est là. » J'ai gardé ma voix neutre, sans émotion. « Mais papa, on peut parler, on n'a pas besoin de ça. » Il était désespéré maintenant, feuilletant les pages rapidement. « Parler, comme cette conversation que vous avez eue en pensant que je n'écoutais pas. La conversation sur m'expulser d'ici, sur me faire me débrouiller tout seul, sur mon argent être un cadeau. Maintenant, j'ai laissé la colère apparaître dans ma voix. Ou comme la conversation d'hier, où vous m'avez donné 2 semaines pour partir de la maison que j'ai aidé à payer. » Alexandre s'est lourdement assis sur le canapé, tenant toujours les papiers. « Tu as entendu notre conversation? Tu nous écoutais? » J'ai entendu tout, Alexandre. Chaque mot, chaque plan, chaque mensonge. Je me suis approché de lui. « Tu pensais vraiment que j'allais vous laisser me voler comme ça? M'utiliser et puis me jeter comme une ordure? Avec mes 58 ans de travail jetés à la poubelle? Papa, je suis désolé, Il pleurait maintenant, des vraies larmes coulant sur son visage. C'était l'idée de Camille. C'est elle qui... Ne rejette pas tout sur elle. Ma voix est sortie plus forte. Tu as accepté. Tu étais avec elle dans ce plan. Tu es mon fils, Alexandre. Toi, je t'ai élevé seul après la mort de ta mère. J'ai travaillé jour et nuit pour te donner une éducation, un avenir. Et tu me paies comme ça? Je sais. Il sanglotait maintenant, la tête entre les mains. J'ai été un lâche, un salaud. Je n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû, mais tu l'as fait. Et maintenant, tu vas en assumer les conséquences. J'ai pris l'enveloppe de Camille. Quand elle arrivera, donne-lui ça. Et vous avez tous les deux 15 jours pour présenter votre défense dans le procès. Je vous suggère d'engager un bon avocat parce que vous allez en avoir besoin. Papa, s'il te plaît. Alexandre s'est levé, a essayé de me prendre par le bras, mais je me suis dégagé. Ne me touche pas. N'essaie pas maintenant de faire du drame pour me manipuler. Je ne suis plus ce père naïf qui acceptait tout de toi. C'est fini, Alexandre. Tu as tué cette relation quand tu as décidé de me trahir. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. J'ai entendu Alexandre pleurer dans le salon, puis le bruit de choses jetées, lui qui jurait, probablement en train de faire une crise de nerfs. Je n'ai ressenti aucune pitié. Camille est arrivée 1 heure plus tard. J'ai entendu Alexandre lui raconter. Sa voix encore brisée. Puis j'ai entendu un cri de sa part. Il a fait quoi? Bruit de papier feuilleté, pas rapide dans le couloir, coup fort à la porte de ma chambre. Marcel, ouvre cette porte maintenant. Sa voix était hystérique. Je n'ai pas ouvert, je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé crier, frapper, menacer. Après environ 10 minutes, elle a abandonné. Je les ai entendus se disputer dans le salon. Elle le blâmant de ne pas avoir été plus malin, lui pleurant qu'il ne savait pas quoi faire. Elle disant qu'ils allaient devoir engager un avocat et que ça allait coûter cher. Je me suis allongé sur le lit, et pour la première fois en plusieurs semaines, j'ai dormi profondément, tranquillement. Parce que j'avais fait ce qui était juste, je m'étais défendu, je m'étais battu. Les jours suivants ont été de guerre froide totale. Camille ne m'adressait pas la parole. Alexandre essayait, mais je faisais clairement comprendre que je ne voulais pas de conversation. Ils ont engagé un avocat, une connaissance de la famille de Camille. J'ai vu le type venir ici à la maison 2 fois pour des réunions avec eux. Un jeune avocat, fraîchement diplômé probablement,
qui ne devait pas avoir la moitié de l'expérience de Maître Leroy. Une semaine après la notification, Maître Leroy m'a appelé avec plus de nouvelles. Monsieur Dubois, leur défense était faible, très faible. Ils ont essentiellement tenté d'alléguer que l'argent était un cadeau, mais ils n'ont apporté aucune preuve. Pendant ce temps, nous avons des virements bancaires, des relevés, tout documenté. Et combien de temps avant que le juge décide? J'étais anxieux pour une résolution. Ces affaires prennent généralement du temps, monsieur Dubois. Ça peut prendre quelques mois. Mais avec l'ordonnance préliminaire accordée, vous êtes protégé. Ils ne peuvent pas vendre le bien ni essayer de forcer votre départ. S'ils essaient, ils peuvent même être emprisonnés pour non-respect d'une décision judiciaire. Quelques mois. C'était beaucoup de temps pour rester dans cette ambiance horrible. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait tenir le coup. Maître Leroy m'a aussi informé que le récépissé de plainte avait généré une enquête. Un commissaire de la brigade des délits patrimoniaux avait réquisitionné des documents et allait entendre aussi bien moi qu'Alexandre et Camille. Ça peut résulter en un procès pénal contre eux? Ça peut, oui. Ça dépend des preuves que la police va réunir et de la décision du parquet. Mais vous avez un dossier solide, monsieur Dubois. Très solide. 2 semaines plus tard, Alexandre et Camille ont été convoqués pour témoigner au commissariat. Ils sont partis tôt le matin, tous les deux avec des têtes terribles, et sont revenus en fin d'après-midi, complètement dévastés. Je n'ai pas demandé comment ça s'était passé. Ça ne m'intéressait plus. L'ambiance à la maison était insupportable. Camille me regardait avec une haine pure chaque fois qu'on se croisait. Alexandre oscillait entre essayer de s'approcher de moi et m'éviter complètement. Les repas étaient silencieux et tendus. J'ai commencé à cuisiner séparément, à manger dans ma chambre, à éviter au maximum d'être dans le même environnement qu'eux. C'était une nuit de vendredi, presque un mois après le début du procès, que Camille a finalement explosé. J'étais dans la cuisine en train de me faire un café quand elle est arrivée, clairement agitée. Peut-être qu'elle avait bu, je ne sais pas, mais elle était hors de contrôle. « Tu es content maintenant, Marcel? Content de détruire la vie de ton propre fils ?» Elle a craché les mots avec du venin. « Je n'ai rien détruit. C'est vous qui avez essayé de me détruire. » J'ai gardé mon calme. Je n'allais pas lui donner le plaisir de me voir perdre le contrôle. On voulait juste vivre notre vie, avoir notre espace. C'est trop demandé. Tu as déjà vécu ta vie. Tu as déjà élevé ton fils. Tu as fait ce que tu devais faire. Pourquoi tu n'acceptes pas qu'il est temps de sortir de scène? Sortir de scène avec mon argent dans vos poches, sans avoir où habiter, avec mes 58 ans de travail jetés à la poubelle? Je me suis tourné vers elle. Vous m'avez utilisé, Camille. Vous m'avez trompé. Et maintenant, vous voulez faire comme si j'étais le méchant? Tu es le méchant. Tu poursuis ton propre fils en justice. Quel genre de père fait ça? Elle criait maintenant. Le genre de père qui n'accepte pas d'être volé. Le genre de père qui a appris à son fils à être honnête et qui maintenant exige qu'il le soit. Ma voix montait aussi. Et regarde-toi dans le miroir, Camille. C'est toi qui as détruit ce mariage. C'est toi qui as empoisonné mon fils contre moi. C'est toi qui as apporté tout ce poison dans cette famille. Moi, je lui ai donné ce que tu ne lui as jamais donné. De l'ambition, l'envie de grandir dans la vie, de ne pas se contenter de miettes. Elle était complètement hors d'elle. Tu es un résigné, Marcel. Tu as passé toute ta vie à être routier. Tu n'as jamais voulu mieux. Tu n'as jamais essayé de monter dans la vie. Et tu veux que ton fils soit pareil? Un raté? Le mot raté m'a frappé en plein cœur. J'ai senti une colère monter que j'ai à peine réussi à contrôler. Raté? J'ai travaillé 35 ans, honnêtement. J'ai élevé mon fils seul. Je lui ai donné une éducation, des valeurs, du caractère, ou du moins j'ai essayé. Parce que toi, tu as réussi à détruire tout ça en 3 ans de mariage. Moi, je lui ai donné une conscience de classe. Je lui ai montré qu'il mérite plus, qu'il n'a pas besoin d'accepter n'importe quoi. Camille était maintenant déchaînée, disant des choses qu'elle gardait probablement depuis longtemps. Les gens comme toi, Marcel, passent toute leur vie à se sacrifier, à s'humilier, à accepter des miettes en pensant que c'est une vertu. Mais ce n'est pas ça, c'est de la bêtise. Sors d'ici. Ma voix est sortie basse, dangereuse. Sors de devant moi avant que je fasse quelque chose que je vais regretter. Cette maison n'est pas à toi. Tu ne me donnes pas d'ordre. Elle a avancé vers moi, le doigt pointé vers mon visage. C'est à ce moment qu'Alexandre est apparu. Il devait tout écouter depuis la chambre. « Ça suffit, vous deux !» Il a crié avec une force que je n'avais pas vue chez lui depuis des années. Il a attrapé Camille par le bras et l'a tirée en arrière. « Va dans la chambre, Camille. Maintenant. Ne me donne pas d'ordre, Alexandre. » Elle a essayé de se dégager, mais il tenait fermement. « Va dans la chambre. » Il a crié de nouveau. Et cette fois, elle y est allée en tapant des pieds, en jurant,
mais elle y est allée. Alexandre est resté là, debout dans la cuisine, haletant, me regardant. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose que je n'avais pas vu chez lui depuis qu'il était adolescent. Du respect, ou du moins le début du respect. Papa, Alexandre a commencé, mais il n'a pas su continuer. Tu n'as pas besoin de parler. J'ai pris mon café et je suis retourné dans ma chambre, le laissant là, seul. Cette nuit-là, je les ai entendus se disputer dans leur chambre. Je ne pouvais pas comprendre les mots, mais le ton était clair. Une grosse dispute, de celle qui ébranle la structure d'un mariage. Une partie de moi s'est sentie mal pour ça. Une partie de moi a pensé que c'était inévitable. Un mariage construit sur la manipulation et la cupidité ne résiste pas à la pression. Le lendemain matin, Camille est sortie tôt de la maison et n'est revenue que le soir. Alexandre m'a cherché dans le jardin où j'étais en train de m'occuper de la terre, plantant quelques semis. « Papa, je peux te parler ?» J'ai regardé vers lui. Il avait de profondes cernes, des vêtements froissés, une tête de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Tu peux. » Il s'est assis sur un petit banc à côté et resté silencieux un moment avant de commencer. Camille veut se séparer. Je n'ai pas fait semblant d'être surpris. Et toi? Je ne sais plus ce que je veux. Il a passé sa main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis enfant quand il était nerveux. Je la regarde maintenant et je vois une personne que je ne connais pas. Ou peut-être qu'elle a toujours été comme ça et que je n'ai pas voulu voir. Probablement les deux. Et j'ai continué à m'occuper de la terre, plantant les semis sans le regarder. L'amour nous aveugle parfois. Ça nous fait ignorer des signaux qui sont bien devant nous. Comment toi et maman vous vous êtes rencontrés? La question est venue de nulle part, mais j'ai compris pourquoi. Il comparait, cherchait à comprendre où il s'était trompé. Ta mère était caissière dans une station-service où je m'arrêtais toujours. On a commencé à discuter. Je faisais toujours exprès de faire la queue à sa caisse. Un jour, je l'ai invitée à prendre un café après son service. Elle a accepté. J'ai arrêté de m'occuper de la terre et j'ai regardé l'horizon, me souvenant. C'était différent, Alexandre. Il n'y avait pas de calcul, pas d'intérêt. C'était juste deux travailleurs qui s'aimaient bien, qui voulaient construire quelque chose ensemble. Camille n'est pas comme ça. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Non, ça ne l'a jamais été. Et j'ai essayé de te prévenir avant le mariage, tu te souviens? Je t'ai demandé si tu étais sûr, si tu la connaissais vraiment. Je l'ai regardée maintenant. Tu m'as dit que j'étais surprotecteur, que je ne comprenais pas votre amour. Alexandre a baissé la tête. J'étais un idiot. Tu étais jeune, amoureux. Ça arrive. Je suis retourné à la plantation. La question maintenant n'est pas ce que tu étais, c'est ce que tu veux être à partir de maintenant. Il est resté silencieux pendant longtemps, m'observant seulement travailler. Finalement, il a demandé « Tu vas me pardonner un jour ?» J'ai complètement arrêté ce que je faisais. C'était la question que je savais qui viendrait éventuellement, mais pour laquelle je n'étais pas sûr d'avoir la réponse. J'ai respiré profondément. Je ne sais pas, Alexandre. Honnêtement, je ne sais pas. Je me suis assis à côté de lui sur le banc. Tu m'as trahi d'une façon que je n'aurais jamais imaginé qu'un fils puisse trahir un père. Tu as planifié de me voler, de m'expulser, de me laisser dans la rue. Ce n'était pas une impulsion. Ce n'était pas un moment de colère. C'était planifié, calculé. Comment je pardonne ça? Je comprends. Sa voix est sortie brisée. Si j'étais à ta place, je ne saurais pas non plus. Mais je vais te dire une chose. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu te sépares de Camille, si tu commences à reconstruire ta vie honnêtement, si tu montres par des actions et pas seulement par des mots que tu as vraiment changé, peut-être qu'un jour on pourra reconstruire quelque chose. Ça ne sera pas comme avant. Ça ne le sera jamais. Mais ça peut être quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai cette fois. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je veux ça, papa. Je le veux vraiment. Alors montre-le. Pas à moi, à toi-même d'abord. Je me suis levé, j'ai nettoyé la terre de mes mains. Deviens un vrai homme, Alexandre. L'homme que j'ai essayé d'élever. L'homme dont ta mère serait fière. Maintenant, laisse-moi finir ici parce que je dois terminer avant que le soleil ne devienne trop fort. Il est resté assis là encore quelques minutes en silence. Puis il s'est levé et est parti. Mais quelque chose avait changé dans cette conversation. 3 jours plus tard, Camille a quitté la maison. C'était dramatique comme je l'imaginais. Elle a rempli la voiture avec des valises, a crié à Alexandre qu'il allait le regretter, qu'il choisissait un père raté au lieu de sa femme, qu'il ne serait jamais rien dans la vie sans elle. Alexandre a tout supporté en silence, l'aidant seulement à porter les affaires. Quand elle est partie, la maison est devenue étrangement silencieuse. Alexandre et moi avons dîné ensemble ce soir-là pour la première fois en plusieurs mois. On n'a pas beaucoup parlé, mais ce n'était pas ce silence lourd et plein de colère.
C'était un silence de deux hommes fatigués essayant de comprendre quoi faire avec les morceaux. Elle va essayer de garder sa part de la maison? Ai-je demandé. Oui. Elle a déjà déposé une demande de séparation et elle demande la moitié de tout. Alexandre jouait avec sa nourriture sans beaucoup d'appétit. Et le procès que j'ai intenté contre vous deux? Mon avocat m'a dit d'essayer un accord avec toi. Il dit que les preuves sont très solides et que je vais perdre gravement si ça va jusqu'au bout. Il m'a regardé. Tu accepterais un accord? J'ai réfléchi un moment. Ça dépend des termes. Parle à ton avocat pour qu'il contacte le mien. On va voir ce qu'il propose. La semaine suivante, Maître Leroy m'a appelé pour me dire que l'avocat d'Alexandre avait pris contact pour proposer un accord. Nous avons fixé une réunion dans son cabinet pour discuter des termes. La réunion a eu lieu un jeudi matin. Moi, Maître Leroy, Alexandre et son avocat, un jeune homme appelé Maître Paulo. Camille n'a pas été invité parce qu'à ce stade, il était clair que le problème principal était avec Alexandre, pas directement avec elle. Maître Paulo a présenté la proposition. Alexandre reconnaîtrait officiellement que j'avais droit à 40% du bien immobilier, proportionnellement à l'investissement que j'avais fait. Mon nom serait inclus dans l'acte notarié. En échange, je retirerai la plainte pénale et le procès pour dommages et intérêts. Et qu'en est-il de Camille? Ai-je demandé. Elle essaie de garder la moitié de la maison dans le procès de séparation. Ça sera résolu dans leur divorce, a expliqué Maître Paulo. Mais avec votre nom sur l'acte comme copropriétaire depuis le début, par reconnaissance de société de fait patrimonial, sa part va considérablement diminuer. Elle n'aura droit qu'à la partie qui a été investie pendant le mariage, qui est bien moindre. Maître Leroy m'a regardé. C'est une proposition juste, monsieur Dubois. Vous garantissez votre part, vous garantissez votre patrimoine, et vous évitez encore des années de procès. Quant à la question pénale, elle continuera d'être enquêtée parce que le récépissé de plainte a déjà été fait, mais sans votre insistance en tant que victime, elle sera probablement classée sans suite. J'ai regardé Alexandre. Il était différent, plus maigre, plus vieux soudainement, mais aussi plus sérieux. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me rappelait le garçon qu'il était avant de rencontrer Camille. Vulnérable, mais honnête. Tu es d'accord avec ça, Alexandre? Vraiment? J'ai demandé directement. Je suis d'accord, papa. C'est le minimum que je puisse faire après tout. Tu mérites ta part. Tu l'as toujours mérité. Sa voix était ferme sans cette hésitation manipulatrice à laquelle je m'étais habitué. Alors j'accepte. J'ai tendu la main à Maître Leroy. Prépare les documents de l'accord. L'accord a été signé 2 semaines plus tard. Mon nom a été officiellement inclus dans l'acte notarié comme propriétaire de 40%. J'ai formellement retiré le procès pour dommages et intérêts, et j'ai informé le commissariat que je n'avais plus l'intérêt de poursuivre avec la partie pénale, bien que l'enquête continue de son propre chef. Avec Camille hors de la maison, l'atmosphère a complètement changé. Alexandre et moi avons établi une nouvelle routine. Il continuait à beaucoup travailler, mais les week-ends, on passait du temps ensemble. Ce n'était pas comme avant. Ce n'était pas père et fils sans rancœur, mais c'était un début, un nouveau départ. Un samedi après-midi, environ 2 mois après l'accord, on était au barbecue dans le jardin quand Alexandre m'a posé une question que je n'attendais pas. « Papa, tu penses que maman serait déçue de moi ?» J'ai arrêté de retourner la viande, et je l'ai regardé. C'était une question lourde, chargée. Ta mère t'aimait plus que tout au monde, Alexandre. Elle serait triste de ce que tu as fait, sans aucun doute, mais elle serait aussi fière de te voir reconnaître ton erreur et essayer de réparer. Je pense à elle tous les jours. Il regardait le ciel, les branches du poirier dans le jardin. Je pense à combien elle était honnête, à combien elle détestait le mensonge et la fausseté, et je suis devenu exactement ce qu'elle détestait. Tu t'es laissé influencer par quelqu'un qui n'avait pas les mêmes valeurs avec lesquelles tu as été élevé. J'ai retourné la viande. Je l'ai laissé grésiller sur les braises avant de continuer. Mais les valeurs, on peut les retrouver, Alexandre. Il n'est pas trop tard. Tu as 32 ans, tu as toute la vie devant toi. Tu penses que je vais réussir à me reconstruire? Je pense. Mais seulement si tu le veux vraiment. Et seulement si tu le fais pour les bonnes raisons. Pas pour me faire plaisir ou pour honorer la mémoire de ta mère. Mais parce que toi, tu veux être un homme meilleur pour toi-même. On a fini de faire le barbecue, et on a mangé dans le jardin profitant du soleil de l'après-midi. La conversation a coulé plus naturellement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. On a parlé du travail, de ses projets de changer d'emploi, de la possibilité qu'il fasse une spécialisation. Il m'a demandé de raconter mes années sur la route, m'a demandé de raconter des histoires qu'il avait déjà entendues quand il était enfant, mais voulait réentendre. Le divorce avec Camille a pris 6 mois de plus pour être prononcé. C'était une bataille laide, avec elle essayant d'arracher tout ce qu'elle pouvait. À la fin,
Elle est restée avec 20% de la valeur du bien immobilier, a dû rendre la voiture qui était à son nom mais avait été achetée avec l'argent de la maison, et est restée avec quelques dettes qu'elle avait faites sur la carte de crédit. Quand le divorce a finalement été homologué, Alexandre est rentré à la maison cet après-midi-là et a dit simplement « C'est fini ». Il n'y avait ni joie, ni tristesse dans sa voix. C'était juste du soulagement. Le soulagement d'avoir fermé ce chapitre de sa vie. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, je me reconstruis. De la bonne façon cette fois. » Il m'a regardé avec une détermination que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Et papa, je voulais te faire une proposition. » J'ai senti un serrement dans la poitrine. Proposition. La dernière proposition qu'il m'avait faite avait été un piège. Mais j'ai forcé la méfiance vers le bas et j'ai dit « Quelle proposition ? Je voudrais qu'on rénove cette maison, qu'on fasse une vraie rénovation, qu'on améliore les choses. Pas pour vendre, mais pour qu'on habite mieux. Tous les deux, comme de vrais copropriétaires, comme une vraie famille. » Il a parlé vite, comme s'il avait peur que je l'interrompe. « Je sais que tu ne me fais pas encore totalement confiance. Je sais que je vais devoir encore beaucoup prouver. Mais je voulais que tu saches que je ne te vois plus comme un poids ou comme un problème. Je te vois comme mon père, et je veux réparer ce qu'on a. » Ces mots m'ont pris par surprise. J'ai senti ce serrement dans la gorge, cette chaleur dans les yeux qui vient avant les larmes. J'ai respiré profondément avant de répondre. « D'accord, on va rénover la maison ensemble. » La rénovation a duré 3 mois. On a embauché un maçon, un électricien, un peintre. On a tout retouché. On a arrangé les salles de bain, modernisé la cuisine, peint tous les murs, changé les sols. Alexandre a payé la plus grande partie parce qu'il avait son salaire, mais j'ai contribué avec ce que je pouvais de ma retraite. Et plus important que l'argent, j'ai mis la main à la pâte. J'ai passé ces 3 mois à travailler avec les maçons, enseignant quelques astuces que j'avais apprises au fil de ma vie, aidant dans ce que je pouvais. Alexandre, quand il rentrait du travail, aidait aussi. Il y a eu des week-ends entiers qu'on a passé sales de peinture et d'enduit, épuisés, mais satisfaits. C'est pendant cette rénovation qu'on a vraiment commencé à se reconnecter. En travaillant côte à côte, en parlant de choses simples, quelle couleur peindre chaque pièce, ou mettre de nouvelles prises, si ça valait la peine de changer les portes, on a reconstruit non seulement la maison, mais aussi notre relation. Une nuit, après une journée particulièrement fatigante de travaux, on était assis sur la terrasse en buvant une bière, quand Alexandre a dit « Tu sais ce que j'ai réalisé, papa ? Camille n'a jamais voulu construire quoi que ce soit. Elle voulait seulement consommer des choses toutes faites. Maison toute faite, vie toute faite, statut tout fait. Ça fatigue. J'étais fatigué d'être juste un fournisseur de choses. Et qu'est-ce que tu veux maintenant ? Ai-je demandé. Je veux construire. Vraiment. Ça peut être plus lent, plus difficile, mais c'est à moi. C'est à nous. » Il a cogné sa bouteille de bière contre la mienne. « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi, papa. Mon fils, j'étais mort de rage contre toi. J'ai eu de la haine, j'ai voulu me venger, je t'ai fait payer pour ce que tu as fait. Je l'ai regardé sérieusement. Mais je n'ai jamais abandonné parce qu'au fond, je savais que mon fils était encore là-dedans. Il était juste perdu. Il avait juste besoin de retrouver le chemin du retour. Quand la rénovation s'est terminée, la maison était transformée. Belle, fonctionnelle, accueillante. On a fait un barbecue pour inaugurer. On a invité Sébastien et quelques autres amis. Alexandre a invité des collègues de travail. C'était une fête agréable. De celles où on finit fatigué mais heureux. Sébastien m'a tiré à part à un moment de la fête. « Alors, mon vieux, ça valait la peine de se battre ?» J'ai regardé autour de moi. La maison pleine de gens, Alexandre qui riait avec ses amis, le barbecue qui fumait, la musique qui jouait. Ça valait, Sébastien. Chaque seconde en valait la peine. Tu es un sacré bonhomme, Marcel. Peu de gens auraient eu le courage d'affronter leur propre fils comme tu l'as fait. Ce n'était pas du courage, c'était de la nécessité. C'était ça ou me laisser détruire. J'ai bu une gorgée de ma bière. Mais je te remercie énormément d'être resté de mon côté. Sans toi, ça aurait été beaucoup plus difficile. C'est à ça que servent les amis, non ? Il m'a donné une tape sur l'épaule. Et regarde, Alexandre a beaucoup changé. On voit qu'il essaie vraiment. Je pense que tu as récupéré ton fils. Je suis en train de le récupérer. C'est un processus. Mais oui, il revient. Dans les mois suivants, Alexandre a recommencé à sortir avec quelqu'un. Une collègue de travail appelée Fernande, divorcée, avec une fille de 7 ans. C'était différent de tout ce qu'il avait eu avec Camille. Fernande était simple, travailleuse, les pieds sur terre. Quand Alexandre l'a amenée pour connaître la maison, elle était enchantée. Pas par le luxe, parce qu'il n'y avait pas de luxe,
mais par l'affection qu'on avait mise dans chaque détail de la rénovation. « Vous avez fait tout ça vous-même » a-t-elle demandé, admirative, passant sa main sur le mur du salon qu'on avait peint. Moi, mon père et une équipe de maçons. Mais oui, on a mis la main à la pâte. Alexandre était fier. Une fierté différente de celle qu'il avait quand il montrait des choses chères à Camille. C'était la fierté d'avoir construit quelque chose de ses propres mains. Fernande m'a conquis quand je l'ai rencontrée. Elle était polie sans être fausse, intéressée sans être envahissante, et la façon dont elle parlait de sa fille, avec tant d'amour et de dévouement, m'a rappelé comment je parlais d'Alexandre quand il était petit. « Monsieur Dubois, Alexandre parle beaucoup de vous », m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner du dimanche qu'on a fait. « Il dit que vous êtes l'homme le plus honnête qu'il connaisse. » J'ai regardé mon fils qui était un peu gêné par le compliment. On a eu nos problèmes, mais on est en train d'arranger les choses. Il m'a raconté, et je trouve admirable la façon dont vous avez résolu ça. Beaucoup de familles se détruisent complètement à cause de l'argent et de la propriété. Vous avez réussi à vous reconstruire. Elle était sincère. Je le voyais dans ses yeux. On a presque tout détruit, ai-je corrigé. Mais à la fin, je pense que la douleur en valait la peine parce que maintenant on sait où on marche. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de jeu. Tout est réel. Fernande est devenue une présence constante dans la maison. Elle amenait sa fille Sophie les week-ends. La petite était timide au début mais s'est vite détendue. J'ai commencé à lui apprendre à planter des semis dans le jardin. La même chose que j'avais enseigné à Alexandre quand il était petit. Voir cet enfant sourire avec de la terre sur les mains, poser 1000 questions sur les plantes, a touché quelque chose en moi. Un après-midi, pendant que Sophie était dans le jardin à chasser des vers de terre, Fernande s'est assise à côté de moi sur la terrasse. « Monsieur Dubois, je peux vous poser une question un peu personnelle ? Vous pouvez. Vous pensez que vous pouvez refaire confiance à Alexandre ? Complètement ? C'était une bonne question. J'ai réfléchi avant de répondre. La confiance est comme du verre, vous savez. Quand ça se casse, même si vous réparez, les fissures restent. Je vois encore les fissures. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je me mets à penser si tout est réel, s'il n'attend pas juste une nouvelle opportunité pour me doubler. Mais vous y croyez quand même ? A-t-elle demandé, vraiment curieuse. Je me souviens des dernières conversations qu'on a eues, de la façon dont il me regarde maintenant, de la façon dont il parle de sa mère, et je vois qu'il y a du vrai remords là-dedans. Il y a une vraie volonté de réparer. Je l'ai regardé, et je vois aussi l'effet que vous avez sur lui. Vous êtes bonne pour mon fils Fernande. Vous êtes le bon genre de personne. Elle a rougi. Merci, monsieur Dubois. Ça signifie beaucoup venant de vous. Et je voulais que vous sachiez que je respecte beaucoup ce que vous avez fait. Beaucoup de gens auraient simplement coupé les ponts et continué leur vie. Vous vous êtes battu pour ce qui était à vous, mais vous avez aussi donné une chance à votre fils de se racheter. C'est rare. Je ne sais pas si c'est rare ou si c'est juste être père. On n'abandonne pas facilement nos enfants, aussi fort qu'ils nous blessent. Alexandre nous a appelés pour rentrer parce qu'il avait fait un gâteau. On est entré et j'ai passé le reste de l'après-midi à regarder mon fils interagir avec la femme qu'il fréquentait et sa fille. C'était différent. C'était plus léger. C'était vrai. 6 mois plus tard, Alexandre m'a cherché pour une conversation sérieuse. « Papa, je veux épouser Fernande. » Ce n'était pas une surprise. Quiconque les voyait ensemble savait que c'était sérieux. Et Sophie, comment elle prend ça ? Sophie adore l'idée. Elle m'appelle déjà beau-père. Elle a déjà demandé si j'allais habiter avec elle ou si elles allaient habiter ici. Il était un peu gêné avec la prochaine partie. Et c'est de ça que je voulais parler. On pensait habiter ici, dans cette maison. Moi, elle et Sophie. Et bien sûr, toi, si tu es d'accord. Je l'ai regardé, essayant de lire ses intentions. Alexandre, la dernière fois qu'on a habité sous le même toit, je sais, mais c'est différent maintenant, papa. Je suis différent. Fernande est différente. Et on ne va rien te cacher. On ne va pas faire de plan dans ton dos, rien de tout ça. On va s'asseoir, discuter, décider des choses ensemble, comme une vraie famille. Il a respiré profondément. Mais si tu ne te sens pas à l'aise, je comprends. Je peux acheter ta part et tu vas habiter où tu veux. Sans dispute, sans problème. C'est toi qui décides. C'était une proposition honnête. Je le sentais. Il n'y avait pas de piège, pas de double intention. C'était mon fils, régénéré, qui voulait vraiment reconstruire une famille. La maison est grande. Il y a 4 chambres. Il y a de la place pour que tout le monde ait son espace. J'ai réfléchi à voix haute. Et ce serait bien d'avoir un enfant qui court ici de nouveau. Cette maison est restée trop longtemps pleine de tension et de colère. Elle a besoin de joie. Les yeux d'Alexandre ont brillé. Alors tu acceptes ? J'accepte, mais avec quelques conditions. Lesquelles ?
Il est devenu sérieux, prêt à écouter. Premièrement, on met tout sur papier. Droit, devoir, qui paie quoi. Tout documenté. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la protection pour tout le monde. Deuxièmement, une fois par mois, on s'assoit et on discute de comment les choses se passent. Si quelqu'un est dérangé par quelque chose, il le dit, sans garder, sans laisser s'accumuler. Troisièmement, Sophie est la priorité. Un enfant a besoin d'un environnement tranquille. Donc si à un moment la cohabitation devient lourde, on arrête et on réévalue. Alexandre a accepté tout. Ça a du sens. Toutes les conditions ont du sens. Je vais en parler avec Fernande, mais je suis sûr qu'elle sera d'accord aussi. Leur mariage était simple. À la mairie, avec un déjeuner après dans un bon restaurant, mais sans exagération. Fernande était magnifique dans une robe blanche simple, discrète. Sophie était radieuse dans une robe bleue portant les alliances. Et Alexandre avait une expression que je n'avais pas vue chez lui depuis avant de connaître Camille. Un bonheur authentique. Quand mon tour est venu de féliciter les mariés, j'ai serré mon fils fort dans mes bras. Ta mère serait fière aujourd'hui. Je sais, papa. Je la sens ici. Il avait les larmes aux yeux. Et merci pour tout. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. La famille n'abandonne pas l'un l'autre, mon fils. On avait juste oublié ça pendant un moment. Mais on a réappris. Fernande et Sophie ont emménagé dans la maison une semaine après le mariage. On a réorganisé les chambres. Alexandre et Fernande ont pris la suite parentale. Sophie a pris la chambre qui avait la fenêtre donnant sur le jardin. Elle voulait pouvoir voir les plantes qu'on soignait. Et moi, je suis resté dans ma chambre du fond avec ma salle de bain privée. La cohabitation a été étonnamment bonne dès le début. Fernande cuisinait certains jours, je cuisinais d'autres jours. Alexandre cuisinait les week-ends. On divisait les factures proportionnellement aux revenus de chacun, tout documenté, tout transparent. Et tous les derniers vendredis du mois, après que Sophie allait dormir, on s'asseyait dans le salon et on discutait de comment le mois s'était passé, s'il y avait quelque chose à ajuster, si tout allait bien. Sophie m'a apporté une joie que je n'espérais plus avoir. La petite m'a adopté comme grand-père. Naturellement, elle m'appelait Papy Marcel. Elle vivait collée à moi les week-ends. Elle voulait m'aider dans tout ce que je faisais. Quand elle a mieux appris à lire à l'école, elle a commencé à me demander de raconter des histoires de mes voyages en camion. Je racontais, et elle restait les yeux écarquillés, imaginant tout. Un jour, elle m'a demandé « Papy, pourquoi tu ne voyages plus ?»« Parce que je suis vieux, ma fille. Je suis fatigué de la route. Mais tu n'as pas l'air vieux. Tu fais plein de choses. C'est gentil de ta part, mais j'ai 59 ans maintenant. Sur la route, c'est vieux, oui. Quand je vais grandir, je vais voyager dans toute la France comme toi tu as voyagé. Et je vais t'envoyer des photos de tous les endroits. » Elle a dit ça avec tant de conviction que je l'ai cru. Tu vas le faire, oui. Et je vais adorer voir toutes les photos. Aujourd'hui, en regardant en arrière tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, je comprends que parfois la vie doit être brisée pour être reconstruite de la bonne façon. La trahison d'Alexandre et de Camille a été la pire chose qui me soit arrivée depuis la mort d'Isabelle. Mais c'est aussi ce qui m'a réveillé, ce qui m'a fait me battre pour mes droits, ce qui m'a fait exiger du respect. Si je n'avais pas entendu cette conversation cette nuit-là, je serais probablement aujourd'hui en train de vivre dans un petit appartement, survivant avec ma retraite, seul et amer. Au lieu de ça, je suis dans ma maison, qui est vraiment la mienne, avec mon nom sur l'acte notarié, vivant avec une famille reconstruite, voyant mon fils être l'homme que j'ai toujours voulu qu'il soit, et ayant la joie d'avoir une petite fille de cœur qui remplit mes journées de vie. Alexandre et moi, nous ne faisons pas semblant que le passé n'a pas eu lieu. Les cicatrices sont là, elles y seront toujours, mais on a appris à vivre avec elles. Et plus important, on a appris que la vraie famille est celle qui affronte les problèmes de face, qui ne cache pas, qui ne trompe pas, qui construit ensemble. Un dimanche après-midi, environ 1 an après le mariage d'Alexandre et Fernande, on était tous les 4 dans le jardin. Sophie jouait avec la terre, plantant des graines de tournesol que je lui avais données. Fernande lisait un livre sous le poirier. Alexandre et moi, on réparait la clôture qui avait besoin d'être renforcée. « Papa, tu te souviens quand tu m'as dit que la confiance était comme du verre ?» Alexandre a posé son marteau et m'a regardé. Je me souviens. Je pense à ça tous les jours, aux fissures que j'ai causées, et je me demande si un jour elles vont disparaître complètement. J'ai arrêté de travailler aussi et je me suis tourné vers lui. Alexandre, les fissures ne disparaissent jamais complètement, mais avec le temps, elles deviennent moins visibles, elles font moins mal. Et parfois ce qui a été cassé et réparé devient même plus fort qu'avant. Tu le crois vraiment ? Je commence à le croire. Regarde autour de toi. J'ai fait un geste vers le jardin.
vers Sophie qui riait en trouvant un ver de terre, vers Fernande qui nous souriait. Regarde ce qu'on a construit sur les ruines de ce qui a été détruit. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est solide, c'est réel. Alexandre a hoché la tête, les yeux humides. Je ne vais jamais arrêter d'essayer de mériter ton pardon, papa. Jamais. Tu n'as pas à mériter quoi que ce soit, mon fils. Tu dois juste continuer à être l'homme que tu es en train de devenir. Le reste viendra naturellement. Ce soir-là, après que Sophie était allée dormir, on s'est tous les trois assis sur la terrasse. Alexandre a ouvert une bouteille de vin qu'il gardait pour une occasion spéciale. « Je veux porter un toast », a-t-il dit en remplissant nos verres. « À cette maison, à cette famille, et surtout à mon père qui m'a appris la leçon la plus importante de ma vie, qu'il faut se battre pour ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. À la famille, a dit Fernand en levant son verre. À la famille, j'ai répété. On a bu en silence, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel de Lyon. Les mois ont passé tranquillement. Sophie a commencé à m'appeler pour l'aider avec ses devoirs de mathématiques. Alexandre a obtenu une promotion au travail. Fernande a ouvert son propre petit cabinet de comptabilité à domicile. Et moi, j'ai continué à m'occuper du jardin, à raconter mes histoires, à être le pilier silencieux de cette nouvelle famille. Un jour, Sophie est rentrée de l'école avec un devoir. Elle devait écrire une composition sur « la personne que j'admire le plus ». Elle m'a demandé de l'aide. « Papy, je peux écrire sur toi ? Sur moi ? Pourquoi sur moi ? Parce que tu es courageux. Alexandre m'a raconté comment tu t'es battu pour garder ta maison. Comment tu n'as pas laissé les méchants gagner. J'ai souri. C'était une version simplifiée de l'histoire, adaptée pour une enfant de 8 ans. Mais l'essence était là. Tu peux écrire sur moi, oui. Mais n'oublie pas d'écrire aussi que parfois, se battre ne veut pas dire juste gagner. Ça veut dire aussi pardonner après. Elle a réfléchi à ça pendant un moment. C'est ça qui est le plus difficile, non ? Pardonner ? C'est la partie la plus difficile, oui. Mais c'est aussi la plus importante. Sa composition a reçu la meilleure note de la classe. La maîtresse a même demandé à me rencontrer lors de la réunion parents-enseignants. Elle m'a dit que Sophie avait écrit quelque chose de très mature pour son âge, quelque chose sur la justice et le pardon qui l'avait touché. L'hiver est arrivé, et avec lui, mon 60e anniversaire. Alexandre et Fernand ont organisé une fête surprise. Ils ont invité Sébastien et tous mes vieux amis de la route qui vivaient encore dans la région. Même quelques voisins sont venus. Quand je suis entré dans la maison ce soir-là, pensant que tout le monde était sorti, et que les lumières se sont allumées avec tout le monde criant « Surprise !», j'ai été vraiment ému. Il y avait un gâteau énorme, des décorations partout, de la musique. Sophie m'a remis un dessin qu'elle avait fait, moi et elle dans le jardin plantant des fleurs. C'était accroché sur le réfrigérateur depuis. Pendant la fête, Sébastien m'a tiré à part de nouveau. 60 ans, mon vieux. On vieillit, mais on est toujours debout. Et heureux, j'espère. J'ai regardé autour de moi. Alexandre qui riait avec Fernande. Sophie qui dansait avec les enfants des voisins. La maison pleine de chaleur et de vie. Oui, Sébastien, je suis heureux. Ça a pris du temps, ça a fait mal. Mais je suis arrivé à un endroit de paix. Tu mérites, Marcel. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites vraiment. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que la maison soit redevenue silencieuse, je suis sorti sur la terrasse. Le ciel était clair, plein d'étoiles. J'ai pensé à Isabelle. Je me demandais souvent ce qu'elle penserait de tout ça, de la trahison d'Alexandre, de ma lutte, de la réconciliation, de cette nouvelle famille qu'on avait construite. Je pense qu'elle serait fière que je me sois battu, fière qu'Alexandre ait trouvé le chemin du retour, fière que son fils soit devenu un bon homme, même si ça avait pris un détour sombre pour y arriver. « Tu nous regardes, mon amour ?» J'ai murmuré vers le ciel. « Tu vois ce qu'on a construit ? Ce n'est pas parfait, mais c'est honnête. C'est réel. Et notre fils est redevenu l'homme qu'on voulait qu'il soit. » Le vent a soufflé doucement, faisant bouger les feuilles du poirier. J'ai choisi d'y voir une réponse. Les saisons ont continué à passer. Le printemps est revenu, puis l'été, puis l'automne. La vie a trouvé son rythme. Les réunions mensuelles sont devenues moins formelles, plus des moments de partage que des vérifications. La confiance se reconstruisait, lentement mais sûrement. Sophie a eu 9 ans. Alexandre a commencé à parler d'avoir un enfant avec Fernande. La maison était pleine de projets, de rêves, de vie. Un soir, Alexandre m'a trouvé dans le jardin, arrosant les tomates que j'avais plantées. « Papa, Fernande est enceinte. » Je me suis arrêté net. « Vraiment ? Vraiment. On vient de confirmer. On va avoir un bébé. » J'ai lâché le tuyau d'arrosage et j'ai serré mon fils dans mes bras. « Félicitations, mon fils.
Tu vas être un père formidable. J'espère être aussi bon père que tu as été pour moi. Malgré tout ce qui s'est passé, tu seras meilleur, parce que tu as appris de mes erreurs et des tiennes, et parce que tu as Fernande à tes côtés. Cette nuit-là, on a célébré. Sophie était excitée à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Fernande rayonnait. Alexandre était nerveux mais heureux. Et moi, j'étais ému de penser que bientôt, il y aurait un nouveau membre dans cette famille qu'on avait reconstruit des cendres. Les mois de grossesse de Fernande ont été tranquilles. Elle travaillait de la maison, donc elle pouvait se reposer quand nécessaire. Sophie l'aidait constamment, lui apportant des coussins, lui préparant des tisanes. Alexandre était aux petits soins. Et moi, j'ai commencé à préparer le jardin pour le bébé. J'ai construit une petite balançoire sous le poirier. J'ai planté des fleurs colorées que le bébé pourrait voir de la fenêtre de sa chambre. Un après-midi, pendant que je travaillais sur la balançoire, Alexandre est venu s'asseoir à côté de moi. « Papa, je voudrais te demander quelque chose. Dis-moi, si c'est un garçon, on voudrait l'appeler Marcel. Comme toi. J'ai dû arrêter de travailler parce que mes mains tremblaient un peu trop. Les larmes coulaient librement sur mon visage maintenant. Alexandre, tu es sûr ? Je suis sûr. Je veux que mon fils porte le nom de l'homme le plus fort et le plus honnête que je connaisse. L'homme qui m'a appris qu'il ne faut jamais abandonner ce qui est juste. L'homme qui m'a pardonné quand je ne méritais pas le pardon. On s'est serrés dans les bras l'un de l'autre, père et fils. Les cicatrices encore visibles, mais ne faisant presque plus mal. Le petit Marcel est né un matin de printemps, exactement 2 ans après le jour où j'avais entendu cette conversation qui avait tout changé. Quand Alexandre m'a appelé de l'hôpital pour me dire que tout s'était bien passé, que Fernande allait bien, et que le bébé était en parfaite santé, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout. Pour la douleur passée, pour la réconciliation, pour ce nouveau départ. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, ce petit être qui portait mon nom, j'ai senti que le cycle était complet. Ce qui avait été brisé avait été réparé. Ce qui avait été perdu avait été retrouvé. Bienvenue dans la famille, petit Marcel. J'ai murmuré. Tu vas grandir dans une maison pleine d'amour. Une maison construite sur la vérité et le pardon. Une maison où les erreurs ne sont pas cachées mais réparées. Sophie était fascinée par son petit frère. Elle voulait toujours l'aider, le porter, lui chanter des chansons. La maison était encore plus vivante qu'avant. Les nuits étaient parfois difficiles, avec les pleurs du bébé. Mais même dans ces moments, il y avait de la joie, il y avait de la famille. Un soir, pendant que je berçais le petit Marcel pour qu'Alexandre et Fernande puissent dormir un peu, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Il y a 2 ans, j'étais un homme brisé, trahi par son propre fils au bord de tout perdre. Aujourd'hui, j'étais un grand-père qui berçait son petit-fils dans une maison qui était vraiment la sienne, entouré d'une famille qui l'aimait et le respectait. Le parcours n'avait pas été facile. Il y avait eu de la douleur, de la colère, des larmes. Il y avait eu des batailles juridiques, des confrontations, des nuits blanches. Mais il y avait aussi eu du courage, de la détermination, de la justice, et finalement du pardon. Tu sais, petit, j'ai dit au bébé endormi dans mes bras, ton père a fait une grosse erreur autrefois. Il m'a trahi de la pire façon possible, mais il a aussi eu le courage de reconnaître son erreur, de la réparer, de redevenir l'homme qu'il devait être. C'est ça qui compte. Pas les erreurs qu'on fait, mais comment on les répare. Les mois ont passé. Le petit Marcel a grandi. Il a commencé à sourire, puis à rire, puis à ramper. Le jardin qu'on avait soigné ensemble est devenu son terrain de jeu. Sophie lui apprenait les noms des fleurs. Alexandre lui lisait des histoires le soir. Fernande lui chantait des berceuses. Et moi, je lui racontais des histoires de camions et de routes, même s'il était trop petit pour comprendre. Un dimanche après-midi, toute la famille était dans le jardin. C'était l'anniversaire d'1 an du petit Marcel. On avait invité des amis, de la famille. Sébastien était là avec sa femme. Les parents de Fernande, des collègues d'Alexandre, les voisins. En regardant tout ce monde réuni, en voyant les enfants jouer, les adultes rire, la nourriture partagée, j'ai eu une révélation. Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire. C'était la célébration de ce qu'on avait reconstruit. C'était la preuve vivante qu'il est possible de surmonter la trahison, de reconstruire la confiance, de pardonner sans oublier. « Papy, viens. » Sophie m'a appelé. « On va couper le gâteau !» Je me suis approché de la table où tout le monde se rassemblait. Alexandre tenait le petit Marcel. Fernande allumait les bougies. Sophie sautillait d'excitation. « Avant qu'on coupe le gâteau, » Alexandre a dit, élevant la voix pour que tout le monde entende, « Je voudrais dire quelques mots. » Le jardin est devenu silencieux. Il y a 2 ans, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai trahi la confiance de mon père. J'ai essayé de le voler, de le jeter dehors, de prendre ce qui était à lui. J'ai vu quelques personnes échanger des regards surpris.
Tout le monde ne connaissait pas toute l'histoire. Mon père aurait pu me tourner le dos pour toujours. Il aurait pu prendre ce qui était à lui et ne plus jamais me parler. Mais au lieu de ça, il s'est battu. Il s'est battu pour ses droits, mais il m'a aussi donné une chance de me racheter. Alexandre me regardait maintenant, les larmes aux yeux. Papa, grâce à toi, j'ai appris ce que signifie vraiment être un homme. Ça ne veut pas dire ne jamais tomber. Ça veut dire se relever quand on tombe, se battre pour ce qui est juste, admettre ses erreurs, et essayer d'être meilleur chaque jour. Il a levé son verre. Alors je porte un toast à mon père, Marcel Dubois, l'homme le plus fort que je connaisse, l'homme qui m'a sauvé de moi-même, l'homme dont je suis fier que mon fils porte le nom. Tout le monde a levé son verre. Ah Marcel, j'ai dû détourner le regard un moment, submergé par l'émotion. Quand j'ai retrouvé ma voix, j'ai dit « Merci mon fils. Mais tu te trompes sur une chose. Je ne t'ai pas sauvé. Tu t'es sauvé toi-même. J'ai juste refusé de te laisser tomber. » On a coupé le gâteau. Le petit Marcel a mis ses mains dans le glaçage et tout le monde a ri. Sophie a pris des dizaines de photos. Fernande a pleuré de bonheur. Alexandre me serrait l'épaule avec affection. Et moi, Marcel Dubois, 60 ans, ancien routier, père, grand-père, survivant de la trahison et de la réconciliation, j'ai regardé tout ça et j'ai su que j'avais réussi. Non pas parce que j'avais récupéré ma maison, non pas parce que j'avais gagné un procès, mais parce que j'avais récupéré mon fils, parce que j'avais appris que la justice et le pardon peuvent coexister, parce que j'avais montré qu'il est possible de reconstruire sur les ruines. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je suis sorti sur la terrasse une dernière fois. Les étoiles brillaient comme toujours. On a réussi, Isabelle. J'ai murmuré vers le ciel. Notre fils est devenu un bon homme, un bon mari, un bon père. Le chemin était tortueux, mais on y est arrivé. Le vent a de nouveau soufflé doucement dans les feuilles du poirier. Et cette fois, j'étais sûr que c'était elle qui répondait. Les années qui ont suivi ont été paisibles. Le petit Marcel a grandi tout comme Sophie. Alexandre a continué à progresser dans sa carrière, mais n'a jamais perdu de vue ce qui était vraiment important. La famille, l'honnêteté, l'intégrité. Fernande et moi sommes devenus très proches. Elle disait souvent que j'étais le père qu'elle avait toujours voulu avoir, et elle était la fille que je n'avais jamais eue. Les réunions mensuelles ont continué, devenant une tradition familiale précieuse. Même quand il n'y avait rien d'important à discuter, on s'asseyait ensemble, on parlait, on riait, on se connectait. Le jardin est devenu encore plus beau avec les années. Chaque plante, chaque fleur portait une mémoire. Le poirier sous lequel j'avais pleuré, les tournesols que Sophie avait plantés, les tomates qu'Alexandre m'aidait à cultiver, la balançoire où le petit Marcel passait des heures. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois clairement le fil conducteur de toute cette histoire. Cette nuit où j'ai entendu la conversation qui a tout changé n'était pas une malédiction, c'était une bénédiction déguisée, parce que sans elle, je serais resté dans l'ignorance. J'aurais été expulsé, volé, détruit. Mais en l'entendant, j'ai pu agir, j'ai pu me battre, j'ai pu exiger justice. Et finalement, j'ai pu pardonner. L'histoire aurait pu se terminer de 1000 façons différentes. Alexandre aurait pu rester avec Camille et devenir amer. J'aurais pu gagner le procès mais perdre mon fils pour toujours. On aurait pu rester enfermé dans la colère et la rancœur. Mais au lieu de ça, on a choisi un chemin différent. Un chemin difficile, douloureux, mais qui menait vers la guérison. Mon message à tous ceux qui liront ou entendront cette histoire est simple. Ne laissez jamais personne vous voler votre dignité. Battez-vous pour ce qui est juste. Mais en même temps, gardez votre cœur ouvert au pardon. Pas le pardon facile qui ignore les torts, mais le pardon difficile qui exige d'abord la justice, puis offre la réconciliation. La famille n'est pas parfaite. Les gens font des erreurs, parfois des erreurs terribles. Mais si les deux parties sont prêtes à faire le travail, celui qui a fait le mal en admettant, en réparant et en changeant vraiment, et celui qui a été blessé en se battant pour la justice, puis en donnant une chance à la rédemption, alors la guérison est possible. Ma maison aujourd'hui n'est pas juste une structure de briques et de mortiers. Elle est le symbole de tout ce qu'on a traversé. Chaque pièce porte une histoire. Chaque mur a été témoin de nos larmes et de nos rires. C'est la maison de la seconde chance, la maison du pardon difficile, la maison de la famille reconstruite. Et quand le petit Marcel sera assez grand pour comprendre, je lui raconterai toute cette histoire. Je lui dirai comment son grand-père a dû se battre contre son propre père pour la justice, comment son père a fait une terrible erreur mais a eu le courage de la réparer, comment l'amour et la vérité ont finalement triomphé. Je lui dirai qu'il porte un nom qui signifie quelque chose, un nom qui représente la force, l'intégrité
la résilience, mais aussi la capacité de pardonner, de reconstruire, de croire en la rédemption, et j'espère qu'il portera ce nom avec fierté, sachant d'où il vient et ce qu'il représente. Voilà mon histoire. L'histoire d'un homme qui a presque tout perdu, qui s'est battu pour le récupérer, et qui a trouvé quelque chose de plus précieux dans le processus. Une famille vraie, construite non pas sur les mensonges et la convenance, mais sur la vérité, le pardon et la reconstruction. Cette nuit où j'ai entendu la conversation, je pensais que j'avais perdu mon fils pour toujours. Aujourd'hui, je sais que c'était la nuit où j'ai commencé à le récupérer vraiment. Parce que parfois, pour sauver ce qu'on aime, on doit être prêt à tout perdre d'abord. On doit avoir le courage de se battre, même contre ceux qu'on aime. On doit exiger la justice avant d'offrir le pardon. Et ça en vaut la peine. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de douleur, tout en valait la peine. Parce qu'à la fin, je n'ai pas seulement récupéré mon patrimoine, j'ai récupéré ma dignité, mon respect de moi-même. Et plus important que tout, j'ai récupéré mon fils. Pas le fils faible et manipulable qu'il était devenu, mais l'homme de caractère que j'ai toujours su qu'il pouvait être. Et ça, aucun argent, aucune maison, aucune possession matérielle ne pourrait jamais égaler. C'est ma victoire, c'est mon héritage. Et quand je regarderai en arrière sur ma vie, c'est ce moment de reconstruction, de pardon, de famille retrouvée, qui brillera le plus fort.